Fabuleux, c'était un petit éditeur. Elle en a parlé à tous ses éditeurs, nous, ses éditeurs allemands, italiens, espagnols. Elle en a parlé aux États-Unis. On a tous réédité ce livre. Et c'était formidable parce que d'abord elle l'a présenté et ce livre est important. Là, on vient de sortir des nouvelles de Tivkin. Voilà, ça c'était vraiment un très beau livre. Ça, c'est le premier volume du. Et moi, ce qui me manque depuis qu'elle n'est plus là, c'est cette exigence qu'elle avait de. Enfin, voilà, et quand elle était très malade, je l'ai emmenée une dernière fois, je crois que la dernière, on est allé à New York, écouter Wagner. Et je lui ai dit, mais t'es sûre, tu vas pas tenir le coup? Et elle m'a dit, mais comment? Non, non. Et il y a des amis qui nous ont vus à l'opéra, et elle a voulu y aller, quoi. Et bon, c'était sa manière de se défendre dans la vie, mais moi ça me manque. Et j'aimais beaucoup parler avec elle, et j'aimais bien son regard assez sévère. Par exemple, on a publié cet auteur que je trouve magnifique, Toniquet de Bambara, qui est une femme qui avait été éditée par Anthony Morrison. C'est des documents, le document qui s'appelle Ces os ne sont pas nos enfants, qui est un document qui était un récit sur des crimes qu'il y avait eu où des enfants noirs avaient été assassinés. Et évidemment, on avait mis en prison un jeune garçon noir un peu simplet, alors que c'est absolument pas lui qui les a tués, qu'on a trouvé après qui était cet homme qui avait fait ça. Et c'est des livres magnifiques, Les Mangeurs de sel, elle est morte très jeune, Toniquet de Bambara. Suzanne, elle n'aimait pas ça, quoi. Voilà, elle ne comprenait pas pourquoi je voulais Toniquet de Bambara. Mais ça fait rien, c'était des présences dans la maison d'édition que c'est vrai qu'elle me manque. Quand les auteurs s'intéressent au catalogue de leurs éditeurs, même quand c'est. Et on pouvait quand même. Voilà, essayer. Elle me faisait lire des livres, elle regardait ce qui est publié partout. C'est quoi? Mais c'est un livre magnifique. Je vous remercie de l'avoir pris parce que c'est un livre extraordinaire sur ces enfants qui ont été massacrés. Et après, on a compris qui le faisaient. Et c'est une grande histoire des États-Unis. C'est juillet 1979 à Atlanta. C'est une enquête très bien faite. Et Toniquet de Bambara était, hélas, elle était malade très jeune. Mais ça faisait partie de la littérature pour laquelle Suzanne n'avait pas de patience. Tu vois, c'est pas bon. Et même ce livre sur la photographie, je me souviens d'avoir une discussion avec elle parce que je pense qu'elle n'avait pas compris Diane Airbus. Et je lui ai dit, c'est pas possible, tu te trompes, Diane Airbus, c'est pas ce que tu écris. Et à la fin, elle a fini par me dire, oui, c'est vrai, mais je n'aimais pas la personne, donc je n'ai pas regardé le travail correctement. Elle avait des a priori comme ça, terribles. Et c'est vrai qu'elle est passée à côté de Diane Airbus. On peut ne pas aimer, on peut juger, on peut évaluer. Mais d'emblée, elle n'aimait pas parce qu'elle me l'a dit, elle n'aimait pas la personne. Et c'est. On pourrait s'amuser d'ailleurs à faire une sorte de cartographie amicale de quand j'ai regardé, on trouve Harrison, Brotigan, de Thomas Maguire, des constellations comme ça d'affinités très fortes. Je pense aussi à un autre pan de votre catalogue très fort qui touche la musique, la présence de Pierre Boulez, qui a aussi fait irriguer Chéreau, comme ça, la musique dans le catalogue bourgeois. Voilà, l'entrée de la collection musique. C'est Jean-Jacques Mathiez, quand même. C'est Jean-Jacques Mathiez, quand on avait publié des livres, qui avait cette amitié et qui avait surtout la confiance de Pierre Boulez. Quelqu'un m'a demandé l'autre fois si c'était difficile de faire avec Pierre Boulez. Et il a été surpris quand j'ai dit non, parce que je pense que Pierre Boulez, on le sait très bien, était extrêmement exigeant avec les interprètes, il était exigeant avec lui-même. Et je me souviens du dernier spectacle à Avignon où nous on avait trouvé ça magnifique avec Chéreau, où ils sont restés sur le plateau une demi-heure à régler tout ce qui leur avait semblé vraiment raté. Et nous, avec les sens, on se disait, mais voilà, ils sont. Mais avec nous, il nous faisait extrêmement confiance et c'était pas du tout difficile. Il avait confiance en Jean-Jacques
Mathias, mais il avait confiance en nous, et c'est pourtant des livres pas faciles. En plus, quand même, enfin, comment dire, Pierre Boulez, c'est une des intelligences qui m'ont le plus impressionné. Sa capacité à... être pédagogue, c'est un immense pédagogue, qui fait très bien la musique. Et c'est bon, quand tu parlais de peinture, c'était... Mais si vous voulez, c'est étrange parce que j'ai une relation beaucoup plus amicale et beaucoup moins intimidante avec Alfred Brendel. Mais quand Brendel explique qu'avant de donner un conseil, il a besoin d'aller regarder de la peinture, Boulez, dans un certain sens, disait la même chose. Et ça m'a toujours plu quand Brendel explique ça, comment on a besoin de ces passages. Et une fois qu'il a répété le matin, une fois que le piano était accordé, il va regarder la peinture. On l'a fait très souvent à Paris, on l'a accompagné. On lui demandait est-ce qu'on puisse aller une demi-heure avant l'ouverture de plusieurs expositions, parce qu'il avait besoin de ces moments-là. Et enfin, il donne plus de concerts, il continue à aller voir complètement. Et Boulez, il n'était pas... Enfin, franchement, c'était merveilleux. C'était la confiance, je pense. On n'avait pas déçu. Vous parliez de pédagogue et je vais rebondir sur ce mot-là pour partir sur l'idée aussi peut-être de transmission en musique. C'est ça qu'il faut demander au professeur. Voilà. C'est ce que j'allais dire. La transition était parfaite. Parce que voilà, vous sortez, donc j'ai publié en 2016 Apprendre à vivre solo, et moi j'ai été très, on va dire, ému. J'ai été un piètre musicien pendant 6-7 ans quand j'étais. Et ce que vous dites notamment du rapport entre le maître, comme vous l'avez fait encore, lorsque donc le narrateur commence à apprendre le violon, il passe effectivement les premières conservatoires, enfin les premières, et il a un maître, effectivement, et tout ce que vous nous rapportez sur la relation entre ce maître, l'apprentissage, comment la musique peut être aussi une vision, et pas uniquement peut-être une écriture, juste de la technique, voilà. Comment effectivement c'est peut-être au-delà de la technique que l'émotion naît. Enfin moi ça m'a beaucoup touché. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, notamment je ne connaissais pas ce mouvement effectivement plus ou moins anarcho-sioniste, voilà, je n'en avais aucune idée, donc j'ai été voilà aussi et puis ce voyage à travers effectivement quand même une bonne partie du globe avec ses concerts et une vie qui est quand même fortement riche et voilà, et condition pour que vous puissiez nous parler un petit peu de cette Le problème, c'est le un petit peu. c'est le un petit peu. Non, j'essaie d'en dire quelques mots, surtout arrêtez-moi si je parle trop. Non, mais la transmission, c'est effectivement, d'abord, peut-être, c'est la chose la plus émouvante, enfin, en tout cas pour moi. Effectivement, pour, en plus, la bonne idée de, je trouve, son nom, qui a trouvé le titre, qui a fait travailler, qui a trouvé les titres de, je trouve plus son nom. Henri Marcel, Dieu est maître. Alors, donc, comme j'étais anarchiste, évidemment, par le nom maître, ça fait un peu bizarre, puisque ni Dieu ni maître, et effectivement, pourtant, oui, l'acceptation profonde de la notion du maître, en fait, je veux dire, je raconte dans le livre, et c'est vrai, quoi, bon, moi je venais de Metz, pas loin, et bon, à un moment donné, comme ça se fait toujours, quoi, il y a le moment où un élève qu'on trouve un petit peu meilleur, le prof de province, ou de banlieue parisienne, ou d'arrondissement parisien, dit, peut-être ça serait bien que tu te présentes au Conservatoire de Paris, qui continue à rester une espèce d'aboutissement pour la formation de musicien. Et alors évidemment, pour passer le concours, il faut d'abord aller demander au maître si on a le niveau pour passer le concours. Voilà, et le voilà, Brugatu Madès, en plus c'était Marie-Louise Laskin, un très très grand artiste, et juste avant de sonner, il me dit il faudra dire maître. Et quand on a 13 ans, c'est extrêmement difficile de se dire je vais voir un monsieur, je vais lui dire maître. Mais effectivement, oui, c'est une rencontre qui a été merveilleuse, et la notion de transmission, et en plus c'est très fort dans la musique, parce que d'abord parce que la notion d'apprentissage, de cours est assez individualisée, tout simplement, parce qu'on voilà, on est
même si en ce moment on n'a pas le droit d'en parler, puisque la mairie de Paris vient de sortir un truc en disant qu'il faut arrêter les cours individuels, puisque les profs ne pensent qu'à avoir des relations extra. Voilà. Enfin bon, c'est une folie totale, tout ça pour baisser les budgets. Mais en fait, ça, c'est une parenthèse qui m'énerve quand même beaucoup, parce qu'il y a une attaque vraiment globale sur tous les professeurs d'instruments qui appellent les parents à ne plus envoyer leurs enfants dans les stages d'été, parce que les profs ne pensent qu'à ça. Ici, d'une histoire d'il y a 20 ans, je ne citerai pas le nom, puisqu'il me cite avec une grossièreté absolument énorme, mais en plus c'était avec une majeure, et c'était il y a 20 ans. Et donc, ils demandent même de changer la construction et l'architecture du Conservatoire de Paris pour mettre des vitrées grandes à chaque salle pour qu'on puisse regarder l'extérieur ce qui se passe dans le vieux recoin. Et moi, j'ai envoyé ça en disant enlevez donc les pianos, puisque vous n'imaginez pas ce qui se passe sur la scène. Enfin, bon, on arrive quand même là. Pardon, alors d'abord. Non, mais c'est vrai, puis c'est signé par Anne Hidalgo, enfin bon, quand même. Tout ça pour simplement qu'il y ait moins de profs d'instruments dans les conservatoires. Enfin, ça, c'est absolument clair. Et donc, bientôt, vos enfants feront du piano à 4 avec le même professeur ensemble. On verra le résultat. Mais bon. Et vos élèves alors donc d'abord mon maître quand même. Et donc c'était un homme absolument. Ce que je voulais dire, c'est que la transmission elle est sans fin. Mais elle est en même temps directe. C'est-à-dire que quand on parle de son prof, alors par exemple moi, mon prof qui était un être merveilleux, en même temps qui était obsédé par les prostituées, donc dès que j'ai eu mon prix, il m'a dit comment vous faites maintenant? J'avais 16 ans, et il m'a dit parce que nous on n'a plus les maisons closes. Alors, bon, mais en même temps, dans toute cette liberté-là, il y a quand même que lui, par exemple, c'était l'élève de Jacques Thibault, je ne sais pas si ça veut dire comme Jacques Thibault, le grand violoniste français, qui avait été lui-même l'élève de Isaïe, et on se retrouve très vite comme ça, ben voilà. Donc le deuxième prof de mon prof a connu Brahms très bien, parce que Brahms est venu s'installer à Paris, et que Debussy faisait des manifestations quand il était élève avec Hugo Wolf contre Brahms, parce qu'il considérait que Brahms était un vieux réactionnaire germanique, mais en même temps il avait une maison Paris, donc Hugo Wolf et Debussy allaient lui jeter des pierres, et le professeur de mon professeur a créé la sonate de Debussy. Voilà. Et la femme de mon professeur, Lily Laskin, a connu Debussy, et a connu Ravel, et a créé des œuvres de Ravel et de Debussy, la fameuse sonate Flûte-alto et harpe, qui a été écrite pour elle, le Requiem de Forêt, que vous connaissez peut-être, une grande partition de harpe pour Madame Laskin, le Septuor de Ravel pour Madame Laskin, et nous on vient prendre nos cours tout petits comme ça, et il y a des cordes de harpe partout, et le monsieur, le maître nous dit asseyez-vous sur cette chaise parce que là il y a les exercices de violon et ça rentre beaucoup mieux par les fesses que par les doigts. Et juste après il y a une lettre de Debussy qui est adressée à Madame Laskin. Enfin, ça, cette relation-là de la transmission est assez fascinante, et voilà. Alors évidemment depuis 68 on ne dit plus maître, tant mieux dans un sens. Mais en même temps, ce rapport-là de transmission, ce rapport qui est assez indicible d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans le cas. Alors moi, curieusement, en plus, par fidélité avec ce maître-là, je donne évidemment des cours individuels, mais à plusieurs, si je puis dire. Enfin, c'est-à-dire que c'est une notion de classe, c'est une chose qui m'était venue beaucoup d'ailleurs en lisant le bouquin de Jouvet sur la classe de Dulin. Et je crois que c'est très très fort. Donc les étudiants viennent tout l'après-midi, ne savent pas quand ils vont jouer, restent ensemble. Souvent on mange avant ensemble. Et souvent on va au cinéma voir des vieux films parce que ça c'est aussi une des contradictions du rapport à la musique, c'est-à-dire que la musique de Schoenberg, qui est de 1927, 1930, 1940, est considérée comme de la musique contemporaine, mais un film d'Eisenstein, de la même époque, est considéré comme un très vieux film invisible parce que c'est muet. Ouais. Donc je les amène voir des films muets souvent qui sont